français proclame la liberté de l'enseignement. Le Code de l'éducation indique que l'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement, ce qui veut dire la possibilité qu'il y ait un enseignement public ou un enseignement privé dans ce dispositif. La liberté de l'enseignement, si on veut la regarder de manière un peu précise, c'est la liberté d'enseigner, et c'est une dimension importante sur les transferts de connaissances, sur les programmes, il y a cette dimension de liberté d'enseigner. C'est la liberté de l'enseigner, c'est-à-dire de la personne qui est l'objet d'un enseignement, et la possibilité pour les parents de choisir ceux qui vont enseigner les enfants sur ce registre au travers de l'enseignement public, l'enseignement privé, l'enseignement laïque ou l'enseignement confessionnel. C'est la liberté de l'enseignant lui-même aussi dans sa façon de choisir ses modalités d'enseignement. On le voit d'ailleurs dans les évolutions technologiques, un certain nombre d'enseignants utilisent cette liberté de l'enseignant pour enseigner de manière plus vivante avec d'autres éléments en la matière. Et c'est vrai que cela a entraîné un véritable droit de l'éducation comme un droit à l'éducation dans le système français. Il y a deux enseignements, l'enseignement public, l'enseignement privé. Si l'on regarde l'enseignement public, il y a une obligation pour l'État d'organiser un enseignement public gratuit, laïque, à tous les degrés. C'est un devoir de l'État de pratiquer cette organisation de l'enseignement. Cela se décompose en une obligation scolaire. L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes entre 6 et 16 ans sur l'ensemble du territoire. C'est la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble de l'enseignement. N'intervient que des droits d'inscription pour l'enseignement supérieur, mais pour les autres enseignements, c'est la gratuité. C'est aussi le principe, est très important, de la laïcité et de la neutralité de l'enseignement public. C'est un sujet qui a été remis en quelque sorte au goût du jour avec une réflexion et l'adoption d'une charte de la laïcité pour l'école, pour veiller à ce que cette laïcité soit respectée dans l'ensemble du dispositif de l'enseignement public. L'autre facette, c'est l'enseignement privé. Alors, il y a effectivement, cette fois-ci, il n'y a plus de monopole de l'enseignement public. À côté de l'enseignement public, il peut y avoir un enseignement privé. Et dans les temps plus récents, c'est la loi Debré de 1959 qui a organisé ce dispositif de l'enseignement privé. Et régulièrement, il y a eu des conflits, si l'on peut dire, sur cette question, puisque régulièrement a été question, ne fallait-il pas réunir dans un seul ensemble l'ensemble de l'enseignement. Ça a occasionné des manifestations sur la voie publique extrêmement importantes sur ce sujet. Pour l'enseignement privé, l'organisation est telle qu'il peut y avoir des relations structurées entre l'État et les établissements d'enseignement privé sous la forme de contrats simples, sous la forme de contrats d'association, pour éventuellement aider au financement de l'enseignement privé. Mais les choses s'organisent de manière assez sereine, si l'on peut dire, dans l'ensemble aujourd'hui. Mais c'est bien deux catégories, enseignement public, enseignement privé. Il y a effectivement une affaire qui a été là aussi très médiatisée, qui a entraîné des prises de parole de personnalités fortes. Je pense aux prises de parole d'Elisabeth Badinter, des articles dans le journal Le Monde sur ces sujets, qui est la fameuse affaire dite Babilou. Sur le licenciement d'une personne parce que cette personne avait un foulard représentant sa conviction religieuse. Alors, c'est vrai que sur ce registre, je crois qu'il faut replacer ça dans un contexte général qui fait que dans notre propre Constitution et le préambule de 1946, qui est lié à la Constitution de la Ve République, nul ne peut être lésé dans son travail, son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Il y a donc dans la Constitution française une obligation de tolérance à l'égard des employeurs et notamment des employeurs privés. Pour les employeurs publics, les choses sont un peu différentes dans la mesure où il y a la préoccupation de la neutralité des établissements publics, la neutralité des employeurs publics. Dans ce licenciement qui est intervenu, ce licenciement a entraîné des prises de position de la justice, bien évidemment, et une décision de la Cour de cassation avec un contentieux sur le licenciement d'une personne portant un voile, dit voile islamique.
La Cour de cassation a rappelé que le principe de laïcité, qui apparaît y compris dans la Constitution française à l'article 1er, n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public et qu'il ne peut pas, donc par conséquent, être invoqué en quelque sorte l'idée de licencier à cause du foulard. Il y a la tolérance qui doit être respectée en la matière. Alors c'est vrai que cette affaire a soulevé l'idée que ne faudrait-il pas modifier la législation française pour faire que des structures privées, mais qui ont une vocation proche d'un service public, ne devraient pas être aussi soumis aux exigences de la laïcité sur ce registre. Des parlementaires souhaitent aller dans ce sens. Sur ce registre, je pense que le débat devrait être renforcé, plus ample. Seulement interdire me paraît un peu facile. Il faudrait peut-être bien cerner à qui et à quel type d'employeur privé on devrait éventuellement porter des exigences, des contraintes supplémentaires. Le débat n'est pas peut-être encore totalement terminé. Il faut peut-être trouver les argumentaires les plus décisifs, trouver un équilibre suffisant dans ce domaine.